Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Gilles Albou, bonjour. Bonjour. Monsieur le recteur, l'actualité est lourde, grave. Actuellement, évidemment, on va parler de ces droits de retrait en cascade dans un instant, mais d'abord, cette histoire de cette jeune fille qui a des relations suivies avec un enseignant. Vous en êtes où dans votre enquête, en fait, en quelque sorte? Alors, nous n'enquêtons pas. Ouais. C'est la justice qui enquête. Oui. Voilà. Nous, on a eu cette information grâce ou à cause de vous. On peut dire grâce à vous. Ouais, parce mais il y avait urgence. Contrairement, alors, j'ai peut-être pas bien lu l'article, mais contrairement à ce qui est écrit dans l'article, nous n'étions et nous ne sommes toujours au courant de rien. Oui, bien sûr. Donc, nous avons un réseau très actif d'infirmières, d'assistantes sociales et d'enseignants qui nous relaient évidemment des faits graves. Je voudrais aussi quand même profiter de votre antenne pour saluer leur travail, les remercier parce que des affaires où les enfants sont en danger, on en a. On en a régulièrement et nos assistantes sociales notamment et les infirmières font un travail quotidien d'alerte, de remontée d'informations préoccupantes, de signalement auprès de la justice. Mais sur ce cas-là, vous n'avez rien. Nous n'avions mais à rien. la limite, c'est logique que vous n'ayez rien, puisque alors, la mère ne veut pas porter plainte. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que montre votre article, c'est qu'on est devant un dysfonctionnement. Ouais. Un dysfonctionnement très grave. Et là aussi, je voudrais profiter de votre enquête pour dire quelque chose de très important. Quelqu'un qui est au courant de faits graves de cette nature doit alerter la justice, doit faire un signalement à la justice. Ça s'appelle un article 40. Hein. Alors, c'est l'article 40 pour les fonctionnaires, et c'est une obligation pour tous les citoyens, que ce soit une menace terroriste, que ce soit une menace sur un enfant. En fait, un crime qui peut se répéter doit faire l'objet d'un signalement à la justice et rien ne peut arrêter cette obligation. Alors sur cette affaire... Donc là, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Moi, je lis votre article, je n'accuse personne. Ouais. Mais les personnes qui ont été au courant de ces faits-là auraient dû alerter la justice parce que là, on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps parce que notre priorité aujourd'hui... C'est la gamine? C'est la fille. Cette fille, elle est en danger. Ouais. Elle est en danger. Plus on attend, plus c'est grave. C'est clair. Et visiblement, ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. La deuxième chose qui, moi, me préoccupe, c'est qu'on dit dans cet article que derrière, il y a un enseignant. Mais là aussi, il faudrait qu'on identifie cet enseignant, parce que cet enseignant, il faut immédiatement, comme c'est dit d'ailleurs très justement dans votre article, que nous le mettions hors d'état de nuire. Mais pour ça, il faut avoir son identité. Exactement. Et pour avoir son identité, il faut que la maman explique dans quelle école, qui, quoi, comment. La maman ou les personnes qui... la sage-femme. Voilà, moi je ne sais pas qui. Mais nous on le dit. Ah voilà, moi je ne sais pas qui, je n'accuse personne, mais toutes les personnes qui ont eu vent de cette affaire auraient dû le signaler, doivent le signaler. Ça, c'est très important. Parce que après, évidemment... on doit dire c'est l'impunité, on fait rien. Mais c'est faux. Et d'ailleurs, c'est très bien dit aussi dans votre article. Quoi, on peut souligner ce qui est bien dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'éducation nationale a eu vent de telles affaires, c'est clair. Nous avons agi. D'abord, on met en lieu sûr les enfants. Ça, c'est la première chose à faire. Et là aussi, je voudrais à nouveau souligner le travail qui est fait par nos assistantes sociales et les infirmières, parce que, évidemment, tous les cas ne sont pas aussi graves, mais nous sommes très réactifs et nous allons essayer de fluidifier les relations, notamment avec la CRIP et le département, pour que derrière les mesures conservatoires et les mesures de protection soient encore plus efficaces. Et puis, évidemment, il faut qu'on écarte les enseignants si les enseignants sont fautifs. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 cas qui sont sur des faits beaucoup moins graves, dont un ne s'est même pas passé à Mayotte. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas un métropolitain qui est venu ici, parce que contrairement... on mélange un peu tout dans cette affaire avec les déclarations de Ségolène Royal. Aujourd'hui,
on ne parle pas de métropolitains qui seraient suivis, envoyés à Mayotte parce qu'ils avaient des antécédents pédophiles. Je pense que ici, vous ou moi, tout le monde sait que c'est pas de ça dont on parle. Exactement, Voilà. on parle d'une personne originaire de Mayotte, clairement. Aujourd'hui, nous avons 2 enseignants qui sont mis à pied pour des faits beaucoup moins graves, hein, on va dire relevant, on va dire, du droit commun, et l'autre sur ce qui pourrait s'apparenter à du harcèlement sur des ados, et ce qui est aussi répréhensible. Bien sûr. Et les 2, aujourd'hui, ne sont pas devant les élèves en attendant le jugement, parce que ce n'est pas à l'éducation nationale, aujourd'hui, ni de mener l'enquête, ni de juger au pénal. Alors, nous avons eu le procureur Camille Mentionny au téléphone, bien évidemment. Alors, je suis en contact avec lui, évidemment, de manière très régulière, parce que dès qu'on aurait, hein. les informations, évidemment, moi, dès que j'ai su ça, je l'ai appelé, il s'est saisi de l'affaire immédiatement, et dès qu'on aura un peu plus d'informations, évidemment, moi, ce que je lui ai dit, c'est que l'éducation nationale sera derrière et saura prendre toutes les mesures nécessaires, évidemment, comme elle l'a toujours fait. En tout cas, on va dire, dans l'histoire récente de cette île. Alors, il y a tout ce côté, j'allais dire, réglementaire que vous venez d'évoquer. Mais je vous ai eu hier au téléphone. Vous étiez très, très énervé parce que on est aussi des parents. On se projette. C'est vrai que j'étais énervé. Hein. Non, mais c'est normal, c'est normal. On se projette et il y a le côté humain qui a envie de dépasser toutes les règles. Et il ne faut pas. Ouais, il ne faut pas. Et il faut pas. C'est ça qui est difficile. Et je pense qu'il faut. On y reviendra sur d'autres affaires. C'est-à-dire que le droit, et le respect du droit doit primer sur tout. Et je pense qu'il faut remettre du cadre sur tout. Évidemment, on ne va pas organiser des milices au niveau de l'éducation nationale, aller nous-mêmes interroger les personnes dont on soupçonne qu'elles pourraient avoir des informations, à la justice de faire son travail. Et comme je vous l'ai dit, hein, j'interagis beaucoup avec le procureur. Il est sur cette affaire. Et, évidemment, il avancera rapidement et nous, derrière, on prendra les mesures. Évidemment, on ne va pas chacun se transformer en justice. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, évidemment, on est énervé. C'est ce que je lis est révoltant. Voilà. Et vous le savez pourquoi j'étais énervé. Je me suis dit, mais plutôt que de sortir dans la presse, là, tout de suite, cette affaire, elle aurait dû être avant traitée judiciairement. Et ça, c'est révoltant. Et de se dire, ceux qui étaient au courant de ça n'ont pas alerté la justice, ne nous ont pas alertés. Et ça, c'est révoltant. Et là aussi, c'est écrit dans votre article, hein, la maire et d'autres personnes qui étaient au courant n'ont pas alerté la justice ni l'institution. Mais c'est le rôle aussi d'une presse indépendante de pouvoir donner une information sans attendre un communiqué de presse officiel comme pourraient le faire d'autres. Il y a des affaires, la preuve en est, il y a des affaires qui existent qui vont être très difficiles à régler puisque personne ne veut porter plainte pour l'instant. Mais voilà. C'est un vrai dysfonctionnement. Camarboura, une question vous posez. Voilà, monsieur le recteur, on se heurte à Mayotte, surtout par rapport à nos mœurs, à nos cultures, à quelque chose qui est depuis date des années, le silence. On sait qu'on a des jeunes filles, on a des jeunes garçons aujourd'hui, que ce soit dans les écoles coraniques, dans nos écoles de la République, qui ont subi ce genre en tout cas, ce genre de drame existe et personne ne veut parler. Est-ce qu'il va y avoir désormais, est-ce que il doit y avoir quelque part un travail de fond dans les établissements, auprès des services sociaux aussi, pour inciter les gens à parler, enfin à parler, à dénoncer? Alors, ça va faire peut-être un peu la transition avec d'autres sujets, mais vous savez qu'on a mis en place donc une mission sur les violences autour des écoles. Dans cette mission hein, qui est conduite par Salim Mouktar et Balbine Ollier, dont vraiment je salue l'implication dans cette mission. Cette mission, il y a toutes les violences. Oui. Et derrière, il y a, si vous avez bien lu la lettre de mission qu'on a écrite à trois, justement, le procureur, la directrice de l'ARS et le recteur, il y a la libération de la parole. C'est très important, c'est-à-dire aujourd'hui, nommer la violence, nommer les violences, c'est déjà commencer à y répondre. Voilà. Dire qu'un certain nombre de choses sont insupportables, c'est déjà commencer à y répondre. Voilà.
On ne peut pas se taire devant des faits ignobles comme Bien ceux sûr. qui ont été rapportés dans l'article que j'ai pu lire. Voilà, on ne peut pas se taire, on ne peut pas faire comme si c'était pas grave. Ça, c'est déjà le début. Et vous avez tout à fait raison, c'est ça, le début. C'est de dire c'est ignoble. La personne, l'adulte qui a fait ça, est un pervers, est malade, un criminel. Et il n'a pas de sa place. Et aujourd'hui, évidemment, il doit être judiciarisé, arrêté, identifié, mis hors d'état de nuire, évidemment, et de nuire devant des élèves. Voilà. Monsieur le recteur, j'aimerais qu'on aborde aussi, parce que c'est un sujet important, ces droits de retrait en cascade, ces enseignants, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux à se retirer de leur travail. Donc là, on a 2 cas Ouais. actuellement. Ouais. Et comme vous dites, c'est en cascade, puisque ça fait déjà plusieurs semaines que les établissements, les uns après les autres, sont touchés. Je ne veux pas dire que ça a commencé par le lycée de Sarah Arnaud, mais ça a été un cas tragique, là aussi, quand même. Il faut le signaler. Des jeunes qui déracinent des clôtures et qui pénètrent avec des armes dans un établissement pour régler leur compte avec d'autres jeunes. Et puis, on a eu les violences à Kawini, et puis des alertes à Msangamouji, et puis là, les deux dont on pourrait parler aujourd'hui, à Dzumounié et à Msangamouji, et à Kahani. Effectivement, ça nous questionne, et là aussi, sur une violence latente. Voilà, qu'il faut qu'on analyse aussi, parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la société mahoraise est violente, mais je pense que partout comme ailleurs, comme sur le territoire de la République, il faut d'abord qu'on la nomme. Là, je pense que c'est bien. Je voudrais là aussi faire une petite parenthèse. Moi, j'ai beaucoup lu et j'essaye d'aller à chaque fois que je peux sur le terrain. J'ai pas pu aller à Dzumounié, mais mon directeur de cabinet y était avec le directeur de cabinet du préfet. J'ai beaucoup apprécié la démarche, la responsabilité des équipes enseignantes sur place, qui ont proposé une solution, on va dire, de sortie de cette impasse de violence où qu'est-ce qui se passe à Dzumounié? On a des groupes, on a des bandes qui narguent les forces de l'ordre, que tout le monde a identifié, et derrière, des élèves et des enseignants qui sont terrorisés. C'est ça. Beaucoup de responsabilités de la part des équipes pédagogiques qui nous disent aujourd'hui on ne peut pas assurer la sécurité de nos élèves, mais voilà, ce qu'on propose, c'est en attendant et pour avancer, de préparer des ateliers, de sensibiliser ces élèves justement à la violence, de libérer la parole, d'aider la gendarmerie, parce que nous avons porté plainte, nous avons déposé plainte, et nous voulons les aider dans leurs enquêtes, parce que nous savons des choses et nous voulons être écoutés. Donc moi j'ai lu leur courrier qui est très responsable. Moi, je suis convaincu qu'avec des adultes responsables qu'on a à Dzumounié et ailleurs, là, je parle de Dzumounié parce que ça m'a beaucoup touché hier, effectivement, c'est la bonne voie pour sortir de cette crise. On va continuer à échanger avec le directeur de cabinet du préfet et les forces de l'ordre pour que justement cette initiative, cette bonne initiative, elle soit derrière accompagnée. Évidemment, nous, Éducation nationale, on va encore mettre des moyens, mais j'entends ce que disent les collègues, on rajoute 2 personnels, on ouvre encore plus tôt. Vous imaginez, on va ouvrir maintenant nos établissements parfois à 5h30 du matin. Pour accueillir plutôt les élèves. Moi, j'ai eu le cabinet du ministère de l'Éducation nationale qui nous dit on va renforcer, on va mettre des AED en plus, un engagement de l'État supplémentaire en plus de... Voilà, mais ça va être quelques humains, quelques personnes en plus. On va armer nos équipes mobiles de sécurité. J'étais encore avec le préfet hier soir, tard dans la nuit, qui m'a garanti que le décret, parce que c'est long, parce que l'administration française est longue, le décret était en train de sortir, donc on va armer nos équipes mobiles de sécurité. Mais derrière, il y a un travail de fond, et dans ce travail de fond, il faut identifier les meneurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on a des petits groupes, et ces petits groupes ne doivent pas terroriser l'ensemble des jeunes. Moi, je refuse de penser que l'ensemble des jeunes de Mayotte aujourd'hui est violent. Non. Mais par contre, ces petits groupes-là, c'est un travail de fond qu'il faut faire sur le terrain, qu'il faut faire avec tous les acteurs, avec les jeunes eux-mêmes, avec les parents, avec les forces de l'ordre, avec les élus, pour éradiquer ces petits groupes qui
font la loi à la place des autorités. Monsieur le recteur. Et c'est quand même ce qui a été fait dans pas mal d'endroits. Donc il faut aussi quand même regarder ce qui ne va pas, mais regarder ce qui va. Et on l'a vu à Kungu, à Kaweni, il y a des bandes qui ont été démantelées, il y a des leaders qui ont été arrêtés, la justice progresse, le droit avance, mais cette reconquête, elle prendra du temps, et derrière, il faut qu'on soit tous solidaires. Monsieur le recteur, pendant 2 ans, on a eu une trêve des violences. Juste après la mise en place d'un principe qui est décrié aujourd'hui par les autorités, les maillots jaunes. On peut décrier, on peut ne pas être d'accord avec ce système. Alors, je ne sais pas qui sont les autorités. Mais le préfet, le préfet, clairement, il a expliqué que c'était une organisation qui n'était pas légale. Ok, ça, on est encore dans la réglementation, mais ça a fonctionné. Pendant 2 ans, on a bien senti une diminution de la délinquance. Le DDSP, le directeur départemental de la police nationale, l'a clairement dit sur ce plateau. Pourquoi ne pas remettre en place ou pourquoi ne pas maintenir ces systèmes qui ont fait leurs preuves? Enfin, vous avez dû le remarquer, je ne suis pas le préfet. Oui, donc, voilà. Mais vous pouvez avoir un avis sur les maillots jaunes. Nous, ce qu'on m'a rapporté, puisque je n'étais pas en place à cette époque-là, c'est qu'effectivement, le dispositif marchait, qu'ensuite il a dû être cadré, et puis et c'est ce qu'il faut. Et quand le préfet dit aujourd'hui le dispositif, moi je n'ai jamais entendu dire que le dispositif ne marchait pas, je l'ai entendu dire qu'il fallait le cadrer. Et que dans, on va dire, entre le moment où ce dispositif était une initiative citoyenne et ensuite le moment où il a été cadré, il y a eu de la perte en ligne, il y a eu aussi de la démobilisation de certains, des enjeux financiers aussi. Oui, voilà. Donc moi je n'ai jamais entendu le préfet dire on arrête ce dispositif. J'ai entendu dire évidemment il faut lui donner un cadre, il faut évidemment l'accompagner avec des moyens, il faut le structurer. Je pense que tout le monde aujourd'hui est responsable et qu'il ne faut pas opposer quelque chose qui était informel et qui aurait pu déraper vers, on va dire, d'autres formes de violence et d'autodéfense et de je ne sais quoi, avec ce qui se passe maintenant. Je pense que les forces de l'ordre aujourd'hui ont, à mon avis, bien pris conscience des enjeux et de ce qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire une politique de terrain, et que cette formalisation des dispositifs et au programme, évidemment, des réponses qui seront apportées par les forces de l'ordre. Mais je ne veux pas m'avancer. Mais voilà, il ne faut pas dire c'était mieux avant. On sait aussi que ça aurait pu déraper. Et aujourd'hui, rien ne va. Je pense qu'il y a un travail en profondeur de formalisation de ces dispositifs. Non, mais on est en droit de se poser la question. Avant, il y a eu des résultats. La délinquance a baissé. Aujourd'hui, elle réaugmente et les maillots jaunes ne sont plus là. Est-ce qu'on peut faire le lien? Vous avez répondu. Camar, dernière question. Alors, une question des auditeurs, des internautes surtout, qui disent Monsieur le recteur, aujourd'hui, on a identifié le problème. On est en train de travailler sur le fond pour avoir plus de moyens pour éradiquer aujourd'hui cette maladie. Mais est-ce que on pourrait pas avoir une opération coup de poing? On connaît ces jeunes, c'est-à-dire est-ce que les forces de l'ordre ne pourraient pas à 5h du matin enlever d'abord ceux qui polluent les établissements et continuer le travail de fond derrière? Voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je vais le redire plus clairement. C'est le pont qui doit être fait entre les acteurs du terrain, justement, et la gendarmerie, voire les gardes mobiles qui vont intervenir. Et c'est là où, tout à l'heure, j'ai salué ce qui a été préconisé et ce qui est en train d'être mis en place, justement, par les personnels du lycée de Doumounier. Et puis demain, on sera à Cahagny pour voir et pour apporter aussi d'autres réponses. On est aussi là pour faire des ponts et pour rassembler tous les acteurs et pour dire, voilà, sur le terrain, il y en a qui savent, il y en a qui peuvent vous aider à les identifier. On va faire en sorte que maintenant la colle prenne entre ceux qui peuvent arrêter, ceux qui peuvent poursuivre, ceux qui peuvent judiciariser et sur le terrain ceux qui savent. Tout à l'heure, on parlait justement de la libération de la parole. On parlait de ceux qui ne portent pas plainte. Mais justement, à Doumounier, la parole s'est libérée. Et moi, j'ai des enseignants qui arrivent et qui nous disent « Regardez, monsieur le recteur, on a déposé plainte. Bon, mais maintenant, il faut que les choses avancent. Et si le recteur peut faire quelque chose, et c'est ce qu'on a fait avec le préfet, c'est le recteur et le préfet, c'est justement maintenant de faire en sorte que les deux bouts se rassemblent et que enfin justement on pointe
ceux qui créent ce désordre et qu'on les éradique. Vous avez tout à fait raison et c'est exactement ça qu'il faut faire. Dernier message qui vient d'arriver et on se quitte juste après. En ce qui concerne les maillots jaunes, c'est une personne du monde de la sécurité qui dit les maillots jaunes, il s'agit de l'exploitation de la misère humaine. L'esclavage a été aboli et tout travail mérite salaire minimum légal. Et c'est ce que je dis quand je dis il faut qu'on formalise quelque chose qui ne l'était pas, c'est exactement ça. Il faut l'organiser encore mieux. Et il faut l'organiser, il faut y mettre les moyens. Et celui qui dit ça, je pense qu'il dit avec ses mots ce que le préfet a en tête et ce que nous avons tous en tête. Il faut le formaliser, évidemment. Merci mille fois, monsieur le recteur Gilles Albou, prie. d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.